Il faut investir dans l'éducation. Je pense que moi, j'ai échoué d'une certaine façon à convaincre les politiques que c'était de l'investissement, l'éducation. C'est pas de la dépense, c'est de l'investissement. Et en fait, les grands économistes nous disent que plus on met d'argent tôt, moins on en met tard pour le rattrapage social. Cette école du tri, cette école de la compétition, qui est fondée sur le repérage d'une élite sur des savoirs uniquement académiques et abstraits, tous ceux qui, chez eux, n'ont pas l'aide nécessaire ou les petits cours nécessaires, se perdent en route. Le péché originel, c'est d'avoir aligné le collège unique sur le petit lycée de la bourgeoisie qui était fondé uniquement sur ces savoirs abstraits. Bonjour Christophe Querero. Bonjour Marguerite Taton. Merci d'être venu ce matin. Cette dernière fonction, vous l'avez quittée avec fracas, si je puis dire, en démissionnant lorsque votre ministre Amélie Oudéa-Castéra vous a désavoué sur une réforme des classes préparatoires parisiennes. De l'ensemble de votre parcours, vous avez tiré un ouvrage tout juste publié aux éditions Robert Laffont. L'école n'a pas dit son dernier mot, avec un sous-titre accrocheur, le coup de gueule d'un recteur qui refuse de baisser les bras. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est le diagnostic que vous posez sur l'école et puis évidemment les pistes que vous esquissez pour réformer notre système scolaire. Commençons par une histoire, celle de l'élitisme républicain. On a avant tout construit l'école pour extraire une élite de la masse et la former au mieux, dites-vous. Alors qu'est-ce que c'est l'élitisme républicain? C'est l'idée selon laquelle, quelle que soit son origine sociale ou géographique d'ailleurs, tout élève peut accéder aux plus hautes fonctions par l'école, par son travail et par son mérite. C'est une belle idée, très généreuse, qui est née d'une certaine façon en Chine, je le raconte, avec le mandarinat, où il s'agissait de repérer dans toute la population de la Chine les hauts fonctionnaires de l'empereur. Mais dans les faits, on le sait, et PISA nous le rappelle depuis 25 ans, cela ne fonctionne pas en France, qui est l'école de la reproduction sociale. Vous voulez dire que ça ne fonctionne plus en un sens et que même les élites, ces fameux parcours très brillants qui enchaînaient le latin, le grec, les mathématiques et finissaient à Polytechnique, ne sont plus au niveau? On connaît tous des exceptions, bien entendu. Il y a des élèves très brillants issus des milieux défavorisés. Mais on a quand même un vrai problème, c'est que, comme vous le dites, les élites, d'abord, sont de moins en moins nombreuses. On constate à chaque fois qu'il y a moins de très bons élèves, 3% contre 9% dans l'Union européenne et 50% à Singapour, et qu'elles ne sont plus suffisamment agiles par rapport au monde qui est le nôtre. C'est un autre sujet. Et puis ce système malthusien, il présente aussi un vrai problème. On manque de médecins et on continue à avoir une hypersélection des médecins. On manque d'ingénieurs et on a une hypersélection pour avoir des ingénieurs. Donc on marche sur la tête et finalement c'est perdant-perdant avec des problèmes de cohésion nationale très importants. Donc non seulement notre élite est infime, immuablement choisie dans le même visier parisien, dites-vous, très bourgeois, sur des épreuves académiques tout aussi immuables, tandis que le tri et l'élimination massive des élèves des classes populaires, lui, fonctionne à plein. On en est à perdre, dites-vous, Christophe Querero, un quart de chaque classe d'âge. Expliquez-nous. Bien sûr, avec cette école du tri, cette école de la compétition, qui est fondée sur le repérage d'une élite sur des savoirs uniquement académiques et abstraits, tous ceux qui, chez eux, n'ont pas l'aide nécessaire ou les petits cours nécessaires, se perdent en route. Vous connaissez beaucoup de gens, vous avez rencontré beaucoup de gens, et moi-même, je suis un peu un survivant du système, je le raconte là encore dans le livre. En effet, le système est fondé uniquement sur un certain mode de recrutement par les savoirs abstraits, les savoirs académiques. Et on ne peut pas s'étonner qu'on perde beaucoup d'élèves à ce titre. L'un des grands moments d'échec, dites-vous, c'est le collège unique où se rencontrent l'école du peuple et de la bourgeoisie qui n'ont jamais vraiment fusionné, dites-vous, malgré les réformes régulières de démocratisation scolaire. Quel est le péché originel du collège unique? Là encore, hein, une grande et belle idée, une noble idée qui naît dès après la Grande Guerre, qui est concrétisée dans les faits. Il y a une vraie massification, mais le péché originel, c'est d'avoir aligné le collège unique sur le petit lycée de la bourgeoisie qui était fondé uniquement sur ses savoirs abstraits.
C'est cela qui fait qu'on n'a pas eu, comme d'autres pays, une école moyenne, alors le terme n'est pas très beau, mais une école démocratique. C'était tout l'enjeu de l'école de Jules Ferry. L'école de Jules Ferry, l'école primaire, qui était faite pour l'école du peuple, elle avait été réfléchie, pensée, pour véritablement assimiler ces élèves avec des savoirs concrets. On a tous en tête la leçon de choses, et puis l'histoire, le récit national, tout cela, ça accrochait les élèves, et on l'a perdu au moment de la réalisation du collège unique. Donc vous en montrez ses limites et pourtant, vous plaidez dans votre ouvrage pour un lycée unique. Expliquez-nous. C'est un peu une utopie à ce stade, mais je crois que c'est comme ça qu'on avance. Il me semble en tout cas qu'il faudrait beaucoup plus travailler sur des savoirs plus intégrés. Tout dépend de ce que l'on veut former. Est-ce qu'on veut former des élites un peu déconnectées, ou est-ce qu'on veut une société plus harmonieuse? Je crois que si on veut cela, il faut des savoirs intégrés. C'est-à-dire que pourquoi on enseigne uniquement mathématiques, physique, sciences de la vie et de la terre? Pourquoi on n'enseigne pas les sciences pour développer le goût des sciences, le goût de l'esprit critique? Je crois qu'on en a particulièrement besoin. De la même façon, pourquoi on enseigne le français, parfois de façon un peu caricaturale, avec des relents de structuralisme? Et pourquoi on ne donne pas le goût de la lecture? Et pourquoi on ne mélange pas un contexte à l'histoire? Moi, ça ne me choque pas qu'au collège, par exemple, il y a un professeur qui fasse l'histoire et le français. C'est des choses possibles. Et c'est possible aussi au lycée de décloisonner d'une certaine façon les savoirs. Et pourquoi quelqu'un qui veut faire de l'éco-gestion serait obligé d'aller en filière technologique et ne pourrait pas avoir des mathématiques à haut niveau? Après tout, c'est ce qui est attendu dans l'entreprise. Donc ce serait, si on suit cette utopie, la fin des 3 lycées, général, technologique, professionnel. Et vous parlez, je trouve ça assez intéressant, d'une possibilité donc de passer des certificats dans différentes disciplines. Alors discipline, c'est peut-être plus complètement le bon mot, mais dans différents domaines d'expertise, et on le fait au gré de sa progression. Si je suis plus littéraire, je serai peut-être, dès la classe de seconde, diplômée niveau bac en français. Par contre, en maths, j'aurai le droit à plus de temps, je pourrais passer plus tard mon certificat. Et je pourrais faire aussi, vous dites qu'il faut avoir ça, de la technologie, des activités manuelles. Donc ça serait un grand lycée ouvert au gré des élèves, la fin des classes et des générations, Oui, quoi. c'est tout le système qu'il faudrait en fait repenser à cette aune. Ça existe déjà, les certifications. Ça existe avec PIX, hein, pour les certifications informatiques, et vous et moi, on peut y aller comme des élèves de collège ou de lycée. Et ça existe avec le cadre européen des langues, hein, niveau A2, B2. Pourquoi ça n'existerait pas pour les mathématiques, pour l'histoire, pour le français? Après tout, pour aller à son rythme, pour être beaucoup plus dans une logique d'individualisation qu'aujourd'hui, ça permettrait, je crois, de perdre beaucoup moins d'élèves que cette espèce de lit de Procust qui est très, très identique pour tout le De monde. cadre standard Et dans lequel... aujourd'hui, on le sait bien, les enfants sont différents. Et encore une fois, je plaide pour cela aussi pour la société. C'est-à-dire qu'on a besoin de tous les talents. On n'a pas besoin de certains talents seulement. Il faut tous les talents. Et les classes préparatoires dans ce grand système, vous les réserveriez à des étudiants qui ont besoin d'un accompagnement et d'un encadrement renforcé et qui se destinent à des métiers en tension. Un mot très bref des budgets. Christophe Querero, dans ce cadre-là, s'il faut un lycée où on propose toutes les options, toutes les machines, c'est inimaginable? Alors, il faut investir dans l'éducation. Je pense que moi, j'ai échoué d'une certaine façon à convaincre les politiques que c'était de l'investissement, l'éducation. C'est pas de la dépense, c'est de l'investissement. Et en fait, les grands économistes nous disent que plus on met d'argent tôt, moins on en met tard pour le rattrapage social. Merci beaucoup, Christophe Querero. Merci.